La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui, nous allons parler des terres rares, des matériaux qui ne sont ni terres ni rares, mais qui représentent vraiment un enjeu mondial extrêmement important, bien qu'on en parle assez peu. À moins que vous soyez vraiment un fanatique de l'industrie minière ou que vous suiviez les questions de l'électronique de très près, il est à peu près certain que l'expression « terre rare » ne vous dise pas grand-chose. Ah, vous vous rappelez peut-être qu'on a mentionné ces éléments dans votre cours de chimie, peut-être au secondaire ou au cégep, ou peut-être l'avez-vous aperçu ces derniers temps dans la page financière de votre quotidien préféré, car les éléments chimiques qui composent les terres rares ont acquis depuis 30 ans vraiment une importance extrêmement vitale pour l'industrie de l'électronique et l'industrie de haute technologie. Et on assiste aujourd'hui à un grand jeu stratégique à leur sujet. C'est un jeu qui mêle à la fois science et économie, qui mêle énergie et industrie du divertissement et militaire, et qui rassemble ainsi tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne histoire, une histoire que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Que sont les terres rares? Je l'ai dit, ce ne sont ni des terres ni rares, mais en fait, c'est une famille d'éléments chimiques, des métaux, qui contiennent, quand on prend le tableau périodique, dans la troisième colonne, donc on trouve tout d'abord la troisième rangée, le scandium, qui est coincé entre le calcium et le titane. Ensuite, on a l'yttrium, qui lui est déjà placé entre des métaux qu'on connaît beaucoup moins, tels que le strontium et le zirconium. Et finalement, quand on descend, on arrive à ce qu'on appelle la famille des lanthanides, qui inclut, et je vais le dire qu'une seule fois dans l'émission, donc le lanthane, le cérium, le prazoédium, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, le holmium, l'herbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium. Ouf, quelle liste de mots dont on n'a jamais entendu parler et dont vous n'entendrez pas parler beaucoup dans l'avenir comme tel, sauf sous le nom, comme je disais, terres rares. Terres rares, pourquoi? Parce que on les trouve essentiellement sous forme d'oxydes. Donc les oxydes de métaux, on les appelait il y a 2 siècles des terres. Et aussi parce qu'on les a trouvés dans des minerais initialement assez rares en Suède, et on pensait donc que ces métaux-là n'étaient pas très communs. Or, c'est faux. Il faut savoir que les terres rares sont très communes, et en fait, le cérium, par exemple, qui est dans la famille des lanthanides, est le 25e métal le plus abondant sur la planète. Il se place entre le cuivre et l'étain. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin de s'en faire. Il y a beaucoup de ces métaux-là. Avant de commencer notre histoire sur les terres rares, il serait bon de faire un détour sur l'histoire de la métallurgie pour qu'on comprenne un peu mieux où se placent les terres rares dans la grande histoire du développement de la métallurgie. On exploite les métaux depuis très longtemps. 9000 ans avant Jésus-Christ, déjà, on travaillait le cuivre, l'or et l'argent. On ne savait pas vraiment l'extraire, donc essentiellement, on ramassait des pépites qui contenaient une grande proportion de métal et l'on les travaillait pour faire des bijoux et des petits objets. Et c'est seulement 7000 ans plus tard, soit 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près, qu'on a vraiment mis en place l'industrie de la métallurgie en contrôlant beaucoup mieux les fours, le feu, le chauffage, des technologies qu'on avait apprises en fait en travaillant sur le développement de la céramique et du verre. Donc, ces technologies-là, on les a transportées vers les métaux et on a commencé à être capable de les faire fondre, d'extraire le métal des minerais et de fabriquer du métal en grande quantité. On a commencé, bien sûr, avec le bronze, qui est un mélange de cuivre et d'étain, puis on a continué avec le fer et les autres métaux, l'or, l'argent, etc. Cette technologie-là qu'on a développée il y a 2 ou 3 000 ans,
C'est maintenu jusqu'au début du 19e siècle. Donc, au 19e siècle, on n'utilisait encore que quelques métaux, essentiellement le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, le mercure, l'or et l'argent. C'est seulement au début du 19e siècle, justement, que les chimistes ont commencé à étudier les éléments et à essayer d'identifier des nouveaux éléments dans la nature, de les isoler, de les séparer, de les caractériser. Et avec tout ce travail qu'on a fait au 19e siècle, qui nous a permis grosso modo de remplir le tableau périodique de Mendeleïev, on s'est retrouvé au début du 20e siècle à étendre considérablement le nombre de métaux qu'on utilisait dans l'industrie. Donc, on est passé d'à peu près 7 à une vingtaine en rajoutant évidemment l'aluminium, le nickel, mais aussi des métaux qu'on utilise peut-être en moins grande quantité, le magnésium, le manganèse, le chrome, le tungstène, le cobalt, le titane, le zinc et l'uranium. On se retrouve donc en 1970 à utiliser à peu près une vingtaine de métaux. Toutefois, avec le développement de l'électronique et aussi la guerre froide qui poussait les gouvernements à développer des armes de plus en plus sophistiquées, on a commencé à chercher des matériaux qui auraient des propriétés nouvelles, plus résistants, qui nous donneraient un avantage technologique. Et ce qu'on a fait, on est retourné au tableau périodique et on est allé voir les métaux et les éléments qu'on n'avait pas utilisés encore pour essayer de les utiliser dans cette nouvelle technologie. Et ça a marché. Entre 1970 et aujourd'hui, on a multiplié par 3 le nombre de métaux qu'on exploite industriellement, passant d'à peu près une vingtaine à 60, c'est-à-dire à peu près la moitié du tableau périodique. Et c'est intéressant de voir que les recherches, à partir de 1800 à peu près, sur les nouveaux éléments, n'auront servi que 150 ans plus tard, quand on se sera intéressé à ces éléments-là et qu'on les aura incorporés dans des procédés industriels de masse. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation et aujourd'hui on parle des terres rares qui ne sont ni terres ni rares, mais qui sont très importantes pour la technologie. On vient de discuter un petit peu de l'histoire de la métallurgie. Maintenant, tournons-nous de nouveau vers les terres rares et voyons comment elles s'intègrent dans cette histoire-là. Les premiers éléments de la rangée des terres rares remontent au début du 19e siècle. En fait, en 1794, le chimiste finnois Johan Gadelin découvre l'yttrium, nommé d'après la ville en fait d'Ytterby, près de Stockholm. Ytterby qu'on connaît évidemment, ceux qui lisent Henning Mankell par exemple. 10 ans plus tard, l'oxyde de cérium fut découvert par plusieurs chimistes à peu près en même temps, dont le grand chimiste suédois Berzelius, dont on aura possiblement l'occasion de reparler cette saison. Ce qui est particulier dans la chimie des terres rares, c'est que tous les éléments ont des propriétés chimiques extrêmement similaires, ce qui rend très, très difficile leur séparation. Et à peu près toutes les terres rares ont été découvertes de la même façon. On isole d'abord un élément qu'on pense être pur, et plus on le raffine, plus on découvre qu'en fait, il n'est pas pur, mais il contient des traces d'un autre élément. Ce deuxième élément-là, on l'isole, et en travaillant, le purifiant, on découvre qu'il y en a un troisième élément dedans, et c'est comme ça qu'on procède pour découvrir tous les éléments de la famille des terres rares. Et entre 1840 et 1880, donc on se lance dans la découverte des éléments partout, incluant des terres rares, et on découvre à peu près 6 ou 7 de ces terres rares, en plus des 2 ou 3 que j'avais déjà mentionné. On pense que c'est fini, et c'est seulement 6 ans plus tard, en 1886, qu'on recommence en découvrant un nouveau métal en purifiant une des terres rares qu'on avait à notre disposition, et ça relance une grande finale
sur 20 ans qui, elle, va donc nettoyer complètement le sujet des terres rares. Une finale qui aboutit en 1907